Comment bien manger? C'est globalement la question qu'on se pose 3 fois par jour, 7 jours par semaine, 52 semaines par an. Et on est perdu. Parce que tout le monde a sa propre définition et même souvent son mot à dire. Bien manger pour sa santé, pour préserver son environnement, pour respecter une démarche éthique ou même encore pour le bien-être animal. Pas étonnant qu'on puisse être perdu au moment de faire ses courses. Nutstalk, c'est le podcast du collectif Innes We Trust qui accueille des agriculteurs, des éleveurs, des sportifs, des experts de la santé et des marques engagées afin de partager leurs meilleurs conseils sur l'alimentation et leur vision de ce qu'est le bien manger. Moi, c'est Mehdi. Chaque semaine, j'accueille mes invités pour vous proposer des discussions brutes et incisives autour des manières de produire, transformer, soigner ou consommer, nous permettant de vivre pleinement chaque instant. Et ce, le plus longtemps possible. Bonne écoute! Gilles et sa mère Marie sont deux entrepreneurs passionnés qui ont créé le Jabirou Café à Strasbourg, un restaurant spécialisé dans la cuisine africaine avec des influences panafricaines. Ils ont créé un espace unique où culture, gastronomie et histoire se rencontrent. Le Jabirou Café se distingue par son approche culturelle et éducative, proposant chaque mois un nouveau plat thématique basé sur des événements culturels, politique ou historique liés à l'Afrique. Après une carrière internationale, Gilles a choisi de valoriser ses racines africaines et alsaciennes à travers ce restaurant. Au programme, des plats mêlant tradition africaine et touche locale dans un cadre qui invite au voyage culturel. Gilles aborde également la gestion du restaurant, les défis de la restauration et l'importance d'une approche durable et locale dans le choix des ingrédients. Il partage sa passion pour l'exploration culturelle à travers la nourriture et son désir d'offrir une expérience unique et instructive à ses clients. Bonne dégustation! Tu gères avec ta maman un restaurant à Strasbourg qui s'appelle le Jabirou Café, spécialisé dans la cuisine africaine avec des particularités que je trouve extrêmement intéressantes. D'abord, est-ce que j'ai bien prononcé le nom? Jabirou Café, tu as bien prononcé, oui, exactement. Donc, Super. j'ai ouvert ce restaurant avec ma mère en novembre 2019, donc ça fera un peu plus de 4 ans maintenant qu'on existe. Et donc, la particularité, c'est qu'en fait, on propose une carte afropéenne avec comment on va dire ça, des racines panafricaines. Donc, nous, on se qualifie de Afropean Comfort Food with Pan-African Roots. Après, je vais rentrer dans le détail par la suite. Hem, fin 2019, c'était en plein dans le Covid ou enfin où le Covid allait, commencer. Est-ce C'est que ça a ça. été, difficile? Enfin, la question, Bah, en fait, au début, comme tout le monde, on n'a pas compris ce qui se passait, hein. On a ouvert, 4 mois après, il y a eu le Covid. Donc nous, on a fermé. Je t'avoue, on était contents parce que quand on a ouvert, on a eu beaucoup de monde tout de suite. Et moi, je ne suis pas de l'univers de la restauration, mais ma mère, elle, a travaillé en restauration pendant des années. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est associés ensemble pour ouvrir ce restaurant. Et donc moi, ça m'a permis de souffler et de remettre à plat en fait tout ce qu'il fallait faire. Donc c'est là qu'on a créé le site web, qu'on a mis en place le système d'emporter, qu'on a fait les contrats pour les livraisons, qu'on a revu un petit peu la carte, qu'on a ajusté les choses, qu'on a revu les doses. Donc je t'avoue que c'était le moment qui m'a permis moi de m'organiser. Et après, on a continué à travailler dans un système un peu plus saccadé avec le Covid. Mais honnêtement, tout est bon à prendre à chaque fois. Donc, j'ai trouvé comment travailler dans cette situation-là. est-ce que du coup, toi, tu viens pas du monde de la restauration? Est-ce que tu peux nous présenter, ton parcours et nous dire, pourquoi, vous avez ouvert ce restaurant? Alors moi, à la base, je ne suis pas du tout de la restauration, effectivement. Moi, j'ai fait une classe prépa, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai travaillé dans différents pays. J'ai fait un VIE. VIE, c'est Volontariat international en entreprise. Donc, tu travailles pendant 6 mois à 24 mois pour une entreprise française à l'étranger. Et ensuite, j'ai fait une expatriation. Donc, à peu près 10 ans, j'étais en Afrique. J'ai travaillé dans l'univers pétrolier. Donc, moi, à la base, j'ai travaillé en logistique. J'ai évolué en tant qu'ingénieur logisticien dans, dans les installations parapétrolières. J'ai fait plusieurs pays. J'ai travaillé au Zimbabwe, au Kenya, au Malawi, en Sierra Leone, Libéria, Angola, Ghana. Dernière mission, j'étais à Malte pour un projet sur la Libye. Et puis, j'ai décidé que j'allais rentrer à Strasbourg pour différentes raisons. Et l'une des raisons, c'était que à chaque fois que je revenais en vacances à Strasbourg, je ne trouvais pas de restaurant où je puisse me sentir bien en tant qu'Afropéen, en fait. C'est-à-dire que c'était toujours des restaurants assez clichés où on va retrouver à peu près le même type de plat à chaque fois, dans une décoration très afro-touristique.
Et donc, je m'étais dit, ben, j'arrête un peu ce que je fais, je me prends une pause, pardon. M'associe avec ma mère, qui elle est restauratrice. On ouvre un restaurant dans un esprit de café plutôt, ce côté pédagogique et social du café. Et on va mettre en valeur en fait les cultures panafricaines, afropéennes, caribéennes. Et donc c'est là qu'a commencé l'histoire de Jabiru Café et qui a évolué après jusqu'à maintenant. Tu t'es associé avec ta mère. Pourquoi, t'associer avec ta mère? Et est-ce que, il y a, je vais pas dire des conflits, mais est-ce que vous vous entendez bien? Ou est-ce que c'est difficile au jour le jour? Ou non, au contraire, c'est vraiment, super? Alors ça, c'est une très bonne question. Pourquoi avec ma mère? Parce que déjà à la base, ben, moi quand j'ai voulu ouvrir mon restaurant, donc j'ai été voir différentes banques pour faire un prêt bancaire. Et bah, toutes les banques disaient qu'il fallait que je sois associé avec une personne de la restauration, sinon ils ne pouvaient pas me faire de prêt. Chose que je trouve un petit peu aberrant quand même, parce que j'ai fait déjà des demandes dans d'autres pays anglophones, dans les pays où j'ai travaillé, et cette notion de diplôme ne rentre pas dedans en fait. Donc ma mère a un diplôme en restauration, elle a travaillé en restauration, donc le fait de m'associer avec elle m'a permis d'avoir déjà de pouvoir aller plus loin dans mes process avec les banques et de pouvoir contracter ce prêt euh, pour lancer le Jabiru. Après, travailler avec ma mère, franchement, c'est génial. Donc, ma mère, c'est vraiment quelqu'un de très posé. Autant moi, je parle très doucement, très calme, mais elle, c'est encore plus calme et très carré. Elle s'occupe vraiment de la cuisine, de tout ce qui va être gestion des fournisseurs, de l'équipe de cuisine. Donc, on est assez complémentaires. Elle a ce côté aussi rassurant, donc c'est une cuisine de mama, donc elle va préparer des plats à sa façon. Il y a plein de méthodes modernes qu'elle connaît, mais elle ne préfère pas les faire. De toute façon, la cuisine est petite et elle les adapte à sa façon. Et donc, pour le coup, c'est très adapté à ce que l'on propose et les gens viennent aussi pour ça, en fait. Ta maman, elle avait beaucoup d'expérience dans le domaine de la restauration ou finalement que très peu? Alors, dans la restauration, elle a quelques années quand même. Donc, quand on est arrivé en France, elle a travaillé comme aide-soignante au début. Et puis elle a refait une qualification beaucoup plus tard pour travailler en cuisine. Donc elle a passé un CAP cuisine, elle a travaillé dans différents restaurants pour faire des stages. Et ensuite elle a travaillé notamment dans un restaurant qui est pas loin de là où on est. Nous on a la Cruteno. C'est un quartier populaire de Strasbourg. C'est les Canailles, c'est pas très loin d'ailleurs de où on est maintenant. Et donc elle a une bonne expérience quand même. Elle a travaillé, il me semble, quand on a échangé, à la maison Camerzel, c'est ça? Oui, elle a travaillé à la Maison Camerzel, ce qui est un restaurant qui est juste en face de la cathédrale de Strasbourg. Donc, quand on est touriste, on le voit tout de suite. Elle a travaillé aussi aux régions Petite-France, qui est vers les ponts couverts. Pareil, quand on fait un circuit touristique, en général, on passe devant. Elle a fait pas mal de maisons sympas. Ouais, j'ai fait quelques années, en région, Alsace, j'ai effectivement, mangé, 1 ou 2 fois à la maison Camerzel, c'est pas mal donc hem, toi, est-ce que tu as ensuite fait une formation de cuisinier ou quelque chose, dans le domaine de la restauration? Alors moi, on a une licence 4. Licence 4, c'est-à-dire que l'on peut servir des boissons sans avoir à proposer de plats. Ça fait que j'ai dû passer une licence, un permis de licence 4. Donc ça, c'est une formation que l'on fait pour tout ce qui va être lié à l'alcool. Et ensuite, j'ai aussi fait ma formation HACCP qui est liée à tout ce qui va être hygiène, santé, etc. dans le domaine alimentaire. Et puis la seule formation cuisine que j'ai faite, c'était une formation végane. Donc je ne suis pas végane, mais j'aime beaucoup la cuisine végane, surtout que je trouve que c'est une cuisine qu'il faut savoir vraiment jouer sur les épices, sinon ça peut être très vite fade. Et donc là, j'ai fait cette formation-là sur quelques jours avec un chef, et c'était super intéressant. Après, à côté de ça, moi, j'aime beaucoup cuisiner. Donc ça se marie assez bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment pourquoi tu es passé d'ingénieur, qui travaille dans le domaine, Pétrolier. pétrolier à ouvrir un restaurant? Est-ce que c'est venu du jour au lendemain? Qu'est-ce qui t'a vraiment animé à, faire ce choix-là? Alors, il y a plusieurs facteurs. Il y en a un, j'aime beaucoup mon ancien métier, je pourrais y retourner, mais j'étais un petit peu fatigué parce que donc c'est un métier qui est très prenant, qui prend beaucoup d'heures. Moi, je m'occupais vraiment de la logistique, donc tout ce qui était lié
euh, douane, transport, immigration, entrée et sortie des navires, cargo, mise en place des yards, donc des lieux de stockage, etc., sur les pays où on allait justement commencer les campagnes d'installation avant l'exploration gaz ou pétrole. Donc, c'était assez prenant. On n'a pas beaucoup de vie privée à côté, mais on a beaucoup de vacances parce on est en système de rotation. Donc, moi, j'avais envie de faire une petite pause. Première chose. Deuxième chose, j'avais quand même envie de rentrer à Strasbourg parce que moi, je suis de Strasbourg. Et l'idée, c'était de revenir à Strasbourg et de faire quelque chose qui me plaise. Bon, on ne peut pas travailler dans le pétrole à Strasbourg. Je m'étais déjà renseigné et ce n'était pas possible. Donc, c'est là que j'en ai parlé avec ma mère et je lui ai dit, écoute, comme je disais un petit peu au début, moi, je reviens à Strasbourg, on ouvre un restaurant, mais l'idée vraiment, c'est de pouvoir proposer une offre qui soit un petit peu adaptée à nos identités afro-européennes, en fait. Sortir du cliché où, quand on rentre dans un restaurant africain, il y a des tableaux avec des soleils couchants, des statues d'éléphants. Enfin, le côté cliché touristique, je n'en voulais pas. Je voulais montrer que l'Afrique peut être aussi contemporaine et que les familles afro-européennes françaises ont une déco aussi afro tout en restant moderne. Et ensuite, l'autre chose qui me plaît beaucoup et qui m'a décidé, c'est vraiment ce système de suggestion. Donc, on ne l'avait pas mis en place au début, on l'a mis en place par la suite parce que j'avais besoin d'un temps d'adaptation pour vraiment déjà maîtriser le restaurant, savoir comment gérer les équipes, comment gérer les finances d'un restaurant, comment gérer tout ce qui va être alimentation et tout ça. Et une fois qu'on a mis en place le système des suggestions, qui est en fait chaque mois une suggestion liée à une thématique culturelle, là, j'ai vraiment apprécié ce métier. Parce que pour le coup, ça me permet de continuer un travail de recherche, à apprendre culturellement, à faire des sorties, toujours en apprendre plus sur ces différentes cultures africaines, caribéennes et afro-européennes dans une thématique particulière et afin de justement apporter une nouveauté chaque mois au restaurant en fait. Ouais, on va en parler un petit peu plus tard là, de cette fameuse thématique qui change tous les mois. Mais avant ça, pour toi, c'est quoi bien manger? Alors pour moi, bien manger, déjà pour bien manger, c'est déjà, il faut se faire plaisir. Donc bien manger, le plat peut être gras ou pas, il peut être léger ou pas, mais le plus important, c'est qu'on se fasse plaisir et que les épices soient équilibrées. Donc, par exemple, c'est pour ça que j'aime beaucoup les plats véganes. Parce qu'un plat vegan, on ne va pas se baser sur une viande pour faire ensuite autour l'accompagnement, etc. Là, il faut que le plat lui-même soit bon. Sinon, s'il y a juste un intérêt niveau santé, moi, ça ne me fait pas plaisir de manger quelque chose en me disant « Ah, c'est très bon pour ma santé et c'est tout ». Donc, c'est ça. Et moi, ce que j'aime dans cette thématique-là et dans l'idée de bien manger avec les épices, c'est qu'avec justement les cuisines afro-européennes, il y a des ajouts que l'on fait. Par exemple, on va rajouter de la viande séchée comme du biltong, on rajoute aussi du poisson séché, des crevettes fumées, on va rajouter d'autres épices, par exemple du mbongo qu'on va retrouver au Cameroun, on va rajouter d'une toutou, c'est une pâte que l'on fait avec du gingembre, avec différentes épices dedans, on rajoute du cancancan, c'est du piment, du gingembre, on peut rajouter de la cannelle avec de la noix de cola, enfin, il y a différentes épices que l'on rajoute qui font que là, je mange bien quand je sens que ça peut être un plat simple, mais les épices sont là. Et quand je dis épicé, ça ne veut pas dire pimenté. C'est vraiment le côté épicé à avoir différentes saveurs. Est-ce que vous faites attention également un peu, on va dire, à la nutrition ou non, c'est vraiment d'abord le goût, les saveurs en priorité? On fait quand même attention à la nutrition. Ma mère surtout fait très attention à la nutrition. Donc, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de plats qui de base n'ont par exemple pas du tout ce côté nutrition. Il y a des plats à base des plats en sauce, il n'y a pas beaucoup de légumes. Donc, nous, ce que l'on va faire, c'est que l'on va regarder déjà c'est quoi les légumes ou les fruits de saison pour pouvoir en incorporer un qui sera cohérent, ou alors de regarder par rapport à la thématique culturelle du mois, quel légume ou fruit peut être ajouté justement pour euh, compenser cette carence en nutrition. Comme par exemple, on a déjà fait des plats où à la base, il n'y a pas de légumes. Et là, en regardant sur la suggestion du mois, une thématique particulière, on a vu que c'est cohérent de rajouter du maïs. Ou sur un autre plat, c'est cohérent de rajouter du brocoli avec des haricots verts.
Et en le faisant de cette façon et en rajoutant des épices, ben, le plat était nutritionnellement plus complet. Pourquoi, vraiment la question que là je me pose, c'est pourquoi Jabiru Café? Est-ce qu'il y a une signification derrière ou pas du tout? Alors, Jabiru, c'est un mot Tipi Guarani. Alors, Tipi Guarani, c'est une langue qui est parlée en Amérique du Sud, dans la partie amérindienne, surtout au Brésil. Ça veut dire gros cou enflé. En fait, c'est le nom qui est donné à une cigogne qu'on va retrouver donc en Amérique, mais qu'on retrouve aussi en Afrique et en Asie. Et nous, on a gardé celle qui est d'Afrique, le Jabiru d'Afrique. Donc, on a fait exprès, on a pris la cigogne, qui est un symbole alsacien, vu qu'on est à Strasbourg, mais on a pris la contrepartie africaine. Donc, en fait, c'est pour souligner en fait le côté grande famille et culturel de mêmes individus, mais qui ont cette multiculturalité. Et après, donc Jabiru par rapport à ça, et café parce que, comme je disais un petit peu au début, c'est le côté social et pédagogique du café. Quand on vient chez nous, on vient pas seulement pour manger, on vient pour apprendre aussi sur différentes cultures. L'univers du restaurant, il est extrêmement présent et je le trouve vraiment très intéressant. Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance, et l'univers dans lequel, baigne le restaurant? Alors, le restaurant est pas très grand. On a 36 couverts, mais il est cosy et chargé. Mais ça fonctionne très bien en fait. Donc, quand on rentre chez nous, il va y avoir déjà il y a un mur rempli de masques. Il y en a à peu près 9. Et chaque masque a été baptisé euh, je vais la refaire. Chaque masque est baptisé et a différentes lectures. Il y en a un, par exemple, qui s'appelle Chun-Li. Chun-Li, tu vois qui c'est Chun-Li? Non. Chun-Li, en fait, c'est un personnage de Street Fighter. C'est un jeu de baston. Fin des années 80, début 90, en fait. Donc, ce masque, c'est un masque Pounou du Gabon. Et on l'a baptisé comme ça parce qu'il a des traits asiatiques. Et d'ailleurs, quand les Européens sont arrivés au Gabon et qu'ils ont vu les masques Pounou, ils pensaient que les Asiatiques étaient arrivés avant eux. Donc, alors que non, pas du tout. C'est juste que c'est la manière dont ces masques sont représentés. Et on l'a baptisé Chun-Li, par exemple, celui-ci, parce que, il y a ces traits asiatiques qui font vraiment penser à ce personnage-là, la coiffure, etc. Et ensuite, sur les autres lectures, donc quand on gratte un petit peu, c'est en lien avec la présence de la Chine en Afrique en ce moment, donc le côté Sinafrique. Et puis aussi, sur les autres masques, les autres sont plutôt masculins, c'est le seul qui soit féminin. Donc c'est le côté féminisme et puis le combat des femmes. Donc voilà, enfin, il y a pas mal de littérature derrière sur tous les masques. Après, il y a aussi tout un mur ndébélé. Bah, c'est ce que tu vois derrière moi d'ailleurs. Ndébélé, c'est un art décoratif que l'on va retrouver en Afrique du Sud, qui a été inventé par l'ethnie ndébélé, notamment une des plus connues, c'est Esther Malangou. Elle a au moins 88 ans maintenant et on adore ce qu'elle fait. On a d'ailleurs un petit mot écrit à quelque part, Tribute to Esther Malangou. Et c'est un art en fait qui a été très développé aussi au moment de l'apartheid en Afrique du Sud. J'habite en Afrique du Sud et au Zimbabwe, donc je suis assez euh, enfin, je suis sensible en fait à tout ce qui touche à l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça que je voulais vraiment avoir aussi un mur débellé chez nous. Après, il y a pas mal de petits éléments. Tu vas retrouver une vieille carte de l'Afrique coloniale. Tu vas retrouver pas mal de tissus wax. Wax, c'est le petit clin d'œil au Nana Benz. Donc, c'est une poignée de femmes originaires du Togo qui, au moment de l'indépendance, en fait, ont récupéré des pagnes au port de Lomé et puis qui les ont commercialisées. Ensuite, elles ont fait des contrats d'exclusivité, elles ont fait des motifs et elles ont vendu ces pagnes un peu partout en Afrique et elles sont devenues tellement riches qu'elles roulaient en Mercedes-Benz. Et donc, et Nana en langue Mina, c'est un terme affectif et respectueux pour définir une maman ou une grand-mère. Donc, Nana Benz, c'était les mamans qui roulent en Mercedes-Benz, en fait. Et donc, il y a plein de petits détails comme ça. Et les gens, quand ils se posent, en fait, en fonction de là où ils sont assis, il y a plein d'éléments qui vont soit éveiller leur curiosité, soit leur donner des informations sur d'où viennent nos plats, pourquoi on fait ça. Il y a plein de choses. Il y a un mur d'Adinkra aussi. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des Adinkra. Bah, j'en avais pas entendu parler, mais en visitant, le site internet, du coup, j'ai découvert. Bon, voilà. Donc, il y a un petit jeu chez nous. On demande souvent aux gens s'ils ont le temps à essayer de nous dire quelle est la Adinkra qui vous parle le plus. Les Adinkra, en fait, ce sont des symboles, c'est des aphorismes
C'est des principes qui sont résumés en un dessin, qui ont une signification particulière. Comme par exemple, il y en a un qui est Aya. Aya, ça veut dire fougère. C'est un symbole de résilience. Il y a Aquaba, ça veut dire bienvenue. Et c'est vraiment un principe. Donc, bienvenue, c'est vraiment pouvoir apporter l'hospitalité quand on reçoit quelqu'un. Donc voilà, chaque adinkra a son importance. Et donc vous avez ça affiché sur un mur entièrement, quoi. C'est ça. Je pourrais t'envoyer une photo si tu veux. Bah, en tout cas, chers auditeurs, vu que vous n'avez pas la vidéo, je vous invite à aller sur le site Jabiru Café, donc Jabiru café cafe.com. Et sur le site, il y a toute une page où il y a l'univers. Donc, il y a la fresque, il y a les adinkras, il y a les masques également, tout ce que Gilles a expliqué. Donc, je vous mets les liens dans les notes de l'épisode, en tout cas, si vous voulez en savoir plus. Dis-moi Gilles, quand, une personne vient dans le restaurant, est-ce que tu leur fais un peu un cours d'histoire ou non, c'est seulement, si, les personnes s'intéressent, tu commences ou non, à chaque fois tu leur expliques, tu leur racontes un petit peu, des histoires? Alors, ça dépend. Si on est dans le jeu et qu'on n'a pas le temps, donc on va essayer, on va voir si la personne déjà est intéressée. Parce que souvent, les gens qui poussent la porte pour entrer chez nous, c'est qu'elles sont déjà intéressées par l'histoire et qu'elles sont curieuses. Donc, on va déjà juger un petit peu. Et ensuite, si on voit que les gens sont juste pressés, ils viennent uniquement, par exemple, pour un mafé, parce qu'on a des habitués comme ça qui viennent, ils savent ce qu'ils veulent tout de suite. Ben, c'est des habitués. Bonjour, salut, ça va Jérémy? Mafé poulet avec du piment, Nyamakuji, bissap, c'est ça? Ok, bah c'est parti. Après, quand on a des gens qui arrivent et qu'on voit qu'ils sont perdus parce que même si la carte est claire, ils posent des questions et disent ah, écoutez, je connais rien, qu'est-ce qu'on mange chez vous? Ok, ben, et là, on les prend par la main. Donc, on va déjà leur expliquer ce que l'on fait, quel type de cuisine on fait, d'où elle vient, et pourquoi est-ce qu'on est parti sur cette thématique-là. Et après, on va leur parler de la suggestion du mois. Donc, il y a vraiment un accompagnement, et ça dépend vraiment, comme je disais, de si la personne est pressée et si nous, on a le temps de vraiment se poser aussi avec les gens. Tu as parlé au début de l'épisode des clichés, que les personnes pouvaient avoir sur, la cuisine africaine. Comment est-ce que, du coup, vous avez fait pour, éviter ces clichés-là? Déjà, est-ce que tu peux nous dire quels sont les clichés, différents qu'on retrouve généralement dans un restaurant africain? Et ensuite, comment vous avez fait? Est-ce que vous vous êtes posé vraiment pour réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas faire? Ou non, c'est venu naturellement parce que tu avais déjà toutes tes idées en tête? Un peu de tout en fait. Donc les clichés, on les entend souvent. Donc par exemple, on entend cuisine africaine, les gens ont peur que ce soit piquant. Les gens pensent souvent que c'est très gras et les gens pensent que c'est une monocuisine en fait. Comme si partout en Afrique on mangeait du tchèp, du yassa et du mafé en fait. C'est comme si je disais que partout en Europe on mange des feijoada. Feijoada on en mange qu'au Portugal et dans une partie du Portugal. On ne mange pas partout de la choucroute en France. On en mange en Alsace et dans une autre partie de l'Allemagne, des pays germaniques, etc. L'Afrique, c'est pareil. Donc, on va avoir pas mal de plats avec du lait de coco en Afrique de l'Est. On va avoir pas mal de plats avec différents tubercules dans certains endroits, etc. Donc, nous, ce que l'on a fait, c'est que pour justement contrecarrer ces clichés, c'est qu'on s'assurait d'avoir une carte plutôt simple. Même si elle est simple, les gens ne la lisent pas forcément. Par exemple, souvent les gens nous demandent ah, est-ce que votre plat est très épicé? Alors moi, ma réponse est toujours tous nos plats sont épicés. Et là, les gens ils ont peur et après je rajoute ça ne veut pas dire qu'ils sont pimentés. Vous pensez à pimenter ou à épicé? Ils disent ah, mais c'est la même chose. Bien non, pour nous, la cannelle est une épice, le gingembre est une épice, le poivre est une épice, l'ail est une épice. Donc, si vous pensez à piment, c'est différent pour nous. Donc, on a un petit encadré où on explique que les plats sont épicés mais pas pimentés, que s'ils veulent du piment, on peut leur mettre le piment à côté. Ça, c'est un premier. Ensuite, pour le gras, donc là, on leur explique. Donc, ils se rendent compte que on a de la salade aussi, on a des plats à la vapeur, les ablos notamment. Ça, c'est un pain traditionnel du Ghana, Togo et Bénin. Donc, en plus, c'est sans gluten. C'est à base de farine de maïs et de riz que l'on va faire fermenter. Ça va être cuit à la vapeur et c'est pas du tout gras. Donc, on leur explique un petit peu tout ça. Et après,
cliché qu'on a pu contrecarrer, c'est vraiment d'expliquer, en fait, ce que sont ces plats. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de restaurants africains qui ne font pas ce travail-là. Donc, il va y avoir, par exemple, le nom d'un plat et ce qu'il y a dedans. Mais c'est pas forcément clair. Par exemple, je me rappelle, j'avais été dans un restaurant africain à Strasbourg et il y avait écrit sauce gombo avec poulet. Donc, je me suis dit, OK, ben, la personne qui sait pas ce que c'est le gombo, il va peut-être pas prendre ce plat parce que c'est pas clair. Et quand j'ai reçu mon plat, il y avait du poulet, mais il y avait aussi des crevettes et puis il y avait aussi du poisson séché. Donc là, par exemple, je dis non. Et si quelqu'un est allergique, ça peut être dangereux. Donc nous, on explique vraiment un maximum de choses, même quand on met mafé arachide, sauce à base de cacahuètes. Comme ça, là, si on ne lit pas, ben, il faudra parler après. Ah bah oui, je suis sur le site internet là et donc bah, je regardais la carte et effectivement, bah, tu as dit, mafé arachide, c'est bien expliqué, sauce à base, de pâte de cacahuètes, tomates, épices, carottes, petits pois, enfin, c'est très clair et tu parlais d'épices. Est-ce que, vous travaillez également avec, des aromates ou seulement avec des épices? On travaille avec, donc pour les épices, donc il y a deux types d'épices qu'on va utiliser. Il y a celles qu'on va importer quand on a une thématique particulière et qu'il nous faut des épices spéciales. Donc là, on va passer via différents distributeurs et on va les importer. Sinon, on va les chercher directement à Strasbourg, dans les boutiques africaines ou asiatiques à Strasbourg. C'est ce que l'on fait surtout. Donc, par exemple, pour la cannelle, pour la noix de cola, pour différents poivres, pour le gingembre, tout ce qui va être, par exemple, gingembre, tout ce qu'on peut trouver en Alsace, en fait, on le prend directement. On arrive à avoir du gingembre alsacien maintenant. C'est pas tout le temps. Quand on peut en avoir, on le prend. Tout ce qui va être aussi ail, oignon, etc., qui peut être local, on le fait. Par exemple, même on n'utilise pas de magie. Ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout. C'est un mélange que je ne comprends pas trop, même si j'aime. Donc, nous, ce que l'on fait, par exemple, pour retrouver le goût du maggi, on utilise de la livèche. Donc, livèche, c'est l'herbe qu'on utilise à la base pour faire la sauce magique, qui est très chère au cœur des Alsaciens. Donc, on prend de la livèche, de la sauce soja, et ça nous fait un super maggi sans aromates et ajouts artificiels. Tu as dit qu'il y avait toujours un plat vegan à la carte. Est-ce que ça, c'est toi qui as apporté ça, ou c'est parce que les clients, te l'ont réclamé? Donc, en fait, là, oui, c'est moi qui ai rajouté le côté vegan parce que l'idée, c'était que on voulait que les gens qui viennent manger à une même table, tout le monde, qu'ils puissent tous manger. Donc, peu importe le régime alimentaire, la religion, notamment, on a beaucoup de clients qui sont véganes, qui sont juifs, qui sont musulmans. La viande est halal chez nous, par exemple. Et puis, le fait qu'on ait des plats véganes, tout le monde peut les manger. Et vu qu'ils sont épicés et qu'il y ait ce côté, pas exotique, mais il y a le petit côté plus sur le plat vegan, ça fait qu'on a beaucoup de gens qui sont pas forcément véganes qui essayent les plats. Notamment, un des plats que les gens prennent le plus chez nous, c'est le mafé au tofu. Parce que notamment, le tofu, en fait, il est made in Alsace. Il est préparé par une famille française d'origine vietnamienne. Là, je pense que je suis en train d'empiéter sur notre question. Mais si tu veux, je peux développer Vas-y, ça vas-y, vas-y. après. Ouais, oui, développe, développe, Ok. vas-y. Et donc, en fait, c'est une famille française d'origine vietnamienne qui est à Schwitzerheim, c'est dans un patelin de l'Alsace, qui donc va récupérer du soja qui est planté là-bas. Ils vont préparer le lait de soja et elles vont faire le tofu. Et après, il est livré chez nous. Et donc ce mafé, par exemple, là, il est fait avec du tofu alsacien. Les patates douces sont alsaciennes. Le riz, par contre, il est cambodgien. Le gingembre, il est alsacien. Les tomates, on prend des tomates en conserve parce que la qualité change selon que ce soit l'été et si c'est pas la saison. Donc, on a décidé qu'on partait sur des boîtes, enfin des tomates en conserve. Et puis, donc là, ça nous permet justement d'avoir un plat vegan qui est tout le temps le même toute l'année et que tout le monde puisse manger. Comment on fait un bon plat vegan? Alors, un bon plat vegan, pour moi, c'est un plat. Déjà, il faut vraiment être sûr de maîtriser ce qui est vegan et pas vegan. Parce que certains oublient, mais par exemple, le miel n'est pas vegan, le beurre n'est pas vegan, tout ce qui provient d'un animal n'est pas vegan. Donc, nous, pour faire un bon plat vegan, on va essayer de trouver déjà
quelle est la base que l'on va utiliser. Est-ce que ça va être du tofu? Est-ce que ça va être du seitan? Est-ce que ça va être un légume que l'on va travailler? Est-ce que c'est un produit que l'on doit fabriquer, c'est-à-dire seitan, etc. Ou est-ce qu'on part sur juste un assemblage de différents légumes? À partir du moment où on a ça, on va voir quelle est la sauce, quel est l'assaisonnement qui va partir avec. Et une fois que l'on a ça, on part dessus, on fait les essais. Et si ça nous plaît, c'est que c'est bon. La vie, c'est un peu comme un marathon en chaussons de licorne. Imprévisible et parfois complètement surréaliste. Entre jongler avec les réunions et essayer de se rappeler si on n'a rien oublié, prendre soin de soi peut parfois ressembler à une mission impossible. Pour rester en forme, on connaît tous la recette. Manger sain, dormir comme un bébé et bouger plus qu'un kangourou sous caféine. Facile, non? Sauf que, dans la vraie vie, c'est souvent plus compliqué. Goosey, c'est la collation qui ne te raconte pas de salade. Goosey te simplifie la vie sans magie, sans poudre de perlimpinpin, juste du bon sens. Ils utilisent un super ingrédient, la levure de bière. La levure de bière, c'est un peu le couteau suisse de la nutrition, une source naturelle de vitamine B pour te donner de l'énergie sans finir comme une pile électrique, et riche en protéines pour te sentir fort comme un super-héros. La cape est en option par contre. Alors, prêt à donner à ton corps ce dont il a besoin pour une collation équilibrée qui tient la route, viens faire un tour sur goosey.co, GOU2SY.co. Comment tu fais pour lier l'histoire et les traditions des plats que vous réalisez? Parce que tu as dit que tu as acheté un peu. Par exemple, donne-moi un plat typique africain. Un plat typique, bon, il y en a, le boboti, on va dire, c'est un plat d'Afrique du Sud. Ok. Et par exemple, ce plat-là, peut-être que les ingrédients qui, pour le faire, il ne se trouve que à l'étranger. Donc, tu vas devoir importer des choses. Est-ce que tu importes tout ou tu modifies un petit peu la recette pour peut-être privilégier des ingrédients locaux? Là, on arrive à tout faire avec, par exemple, sur ce plat-là. Parce que, par exemple, pour le préparer, donc il nous faut la version carnée, c'est avec de la viande hachée. Il y a des raisins secs, du curry, il va y avoir des amandes, il y a de la pomme dedans, il y a de la mangue. Tout ça, c'est préparé ensemble. Ça nous fait un gratin. On va rajouter du lait. On s'est servi avec du riz et un peu de salade. Et on rajoute aussi un peu de confiture normalement de prunes, mais non mais de la mirabelle. Ça, c'est en local. Donc, on n'a pas besoin d'importer de produits pour faire celui-là. Les seuls où on va vraiment importer des produits, c'est sur des thématiques où on ne peut pas trouver les épices ici. Par exemple, on a eu une thématique liée au Cameroun et il fallait une épice qu'on appelle une bongo. C'est un mélange de différentes épices. Il y a du poivre caïman, il y a du pébé, il y a différentes noix. Tout ça, ensuite, c'est torréfié, c'est écrasé et ça nous fait une poudre très noire. D'ailleurs, on l'appelle la sauce ébène parce que quand on prépare un plat avec cette sauce-là, ça fait un peu comme le moulokhia. C'est une sauce à base de corette, je ne sais pas si tu connais. Ouais, ouais, je connais, Ouais, 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 ça fait penser à la sauce aînée, quoi. ouais. Donc, la sauce mbango, cette épice est très particulière. On en a trouvé à Strasbourg, mais la qualité n'était pas bonne. Donc là, on a dû faire importer justement ces épices-là. Je suis sur le site là, je regarde la carte et enfin bon déjà, ça donne vraiment envie. Les photos sont très quali et c'est vrai que tu expliquais tout à l'heure, que vous expliquez tout. Effectivement, hein, c'est très clair. Quand on comprend pas le plat, par exemple, il y a un exemple, attiéké, BEP. Je vois pas du tout ce que c'est. Et ben, en regardant en dessous, semoule de manioc, sauce BEP. La sauce BEP, c'est quoi? Brocoli, épinards, persil. Et puis il y a des pois chiches et des pickles d'oignons. Donc tout ça, c'est inscrit sur la carte quand les personnes veulent commander. C'est ça. Donc, on a une carte qui est pas très grande. On a fait exprès, on veut pas une grosse carte. La carte est courte. Il y a maximum en général 6 afro-tapas. Donc, les afro-tapas, nous, on n'a pas de dogme alimentaire. On peut les prendre comme entrée, comme plat, si on en prend plusieurs, ou accompagnement de plat, voire en dessert. Par exemple, il y a les alocos, les bananes plantains frites. Il y en a qui les mangent très bien en entrée, en même temps qu'un plat comme mafé, ou après le plat s'ils veulent les manger en dessert. Ensuite, on n'a que 3 plats. Et ça, on n'en fait pas plus. Donc, il y a un mafé avec une version végane, la tchéké avec le poisson, ou la version végane, c'est des beignes d'haricots cornus, les gaous, et le boboti. Parce que les gens viennent aussi beaucoup pour le boboti chez nous. Et après, ce qui change tout le mois, c'est la suggestion du mois. Et ensuite, on a les desserts, dont 2 qui sont véganes. Bon, voilà. On peut pas faire plus, on n'a pas assez de place.
Eh ben, on va parler un petit peu de la petite particularité. Donc, tu as dit le plat qui change tous les mois. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, la suggestion du mois, beaucoup de gens viennent exprès pour ça. Donc, chaque mois, nous, on va choisir une thématique. Donc, on a un fichier, pardon, on a un fichier dans lequel on va répertorier des événements, des dates liées à des événements culturels, politiques, économiques, culturels. On va les classer par mois. Donc, sur janvier, on va avoir plusieurs événements, février, etc. Excuse-moi, je te coupe. Des événements que en Afrique? Ah, très bonne question. Les événements sont panafricains, afropéens, caribéens. Ça veut dire que ça peut être des fêtes nationales, ça peut être la création enfin, le lancement du métro de Lagos, par exemple, le concert d'un tel artiste caribéen ou africain ou afropéen dans tel pays à tel moment, une fête religieuse liée au vaudou. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi de l'univers panafricain du monde afropéen, donc les communautés descendantes africaines pardon, en Angleterre, en France, etc., ou caribéens. Donc à partir de là, on va chercher donc, les événements qui sont cohérents entre eux sur le mois. Donc par exemple, on va rester sur le mois de janvier. À partir de là, on va chercher un, un thème qui sera cohérent avec toutes ces dates-là, et on va choisir un plat qui sera cohérent avec ce thème. Donc, par exemple, sur le mois de janvier 2023, le thème c'est Afropean Multiverse, en lien avec la communauté afropéenne. On parle sur la Belgique par rapport à la thématique. Donc, c'est un peu compliqué dit comme ça, mais si tu veux, je te donnerai plus de détails par la suite. Ouais, Mais, vas-y, explique-moi déjà combien de temps ça te prend, déjà de référencer tout ça et puis de choisir le plat? Et ensuite, une fois que vous avez choisi le plat, de trouver, un peu le sourcing, des ingrédients? Parce que les ingrédients, ils doivent changer, à chaque fois, quoi. Comment est-ce ouais, que vous faites? ça nous prend beaucoup de temps. Ça, c'est la partie qui est très chronophage. Donc, la base de données, elle est tout le temps là. Donc, dès qu'on voit un événement, qu'on a un des serveurs ou quelqu'un en cuisine qui va aller au théâtre, qui va apprendre quelque chose, qui va retenir une date, il la communique, elle est rentrée dedans et ensuite, en général, j'essaie d'avoir la suggestion et le plat du mois suivant au plus tard une semaine avant le début du mois. Après, ça nous laisse le temps de s'assurer que la thématique est cohérente et que le plat soit bon. Parce qu'effectivement, après, il y a peut-être des problématiques de sourcing. Donc, ce que je fais, c'est que soit je me base sur une thématique parce que j'ai envie de parler de ce thème à ce moment-là, parce que par exemple, ça va être les 50 ans de tel événement, donc c'est le moment d'en parler. Ou alors, ça va être parce que ça va être un mois spécial où c'est la saison, je veux te dire, du maïs, des asperges ou des cerises et qu'il faut faire un plat avec la cerise. Donc là, je vais me baser dessus. Ou alors, ça va être vraiment un mois où on sait qu'il va y avoir un événement spécial à Strasbourg, par exemple, fête de la musique, et donc je sais que je vais faire quelque chose autour de la musique. Donc je vais chercher des thématiques qui sont proches de la musique. Par exemple, il y a eu une année où la thématique c'était la rumba congolaise, parce que c'était un mois de juin, il y avait la fête de la musique, et c'était aussi ce mois-là que la rumba congolaise est rentrée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'était aussi le mois où était décédé Papa Wemba, qui est était un des ambassadeurs de la rumba congolaise. Donc, vraiment, j'ai pas une seule façon de trouver les thématiques, j'en ai plusieurs et je me base, comme je disais, soit sur une saisonnalité de produits, soit sur un événement marquant, soit sur un thème que je veux vraiment mettre en avant. Voilà, j'ai ces trois moyens de recherche. Et est-ce que, quand les personnes, elles rentrent dans le restaurant là et qu'elles commandent, le plat du jour, est-ce qu'elles ont une feuille, qui, référence un peu l'histoire ou la thématique? Ou est-ce que c'est toi qui leur présente ça? Alors, quand les gens viennent au restaurant, sur la carte, il y a écrit en dessous des plats, suggestions 10 mois qui changent tous les mois, détails disponibles sur le site web ou les réseaux sociaux. Donc, on va déjà publier chaque mois la suggestion du mois avec une photo du plat et l'explication culturelle avec les dates qui ont été choisies pour parler de cette thématique. Après, on a une ardoise dans laquelle on va détailler de façon succincte en fait les éléments que l'on a choisis et expliquer en détail en fait le contenu du plat.
Et nous, après, effectivement, moi et l'équipe de serveurs, quand on va prendre des commandes chez les clients, on va leur demander si ils ont compris la suggestion en ayant lu soit sur le site, soit sur les réseaux sociaux, soit sur l'ardoise. Et après, on la détaille. Et donc là, il y a toute l'histoire que l'on va expliquer aux gens, en fait. Les gens, ils aiment bien ça. Il y a le côté un peu théâtral. Alors là, on enregistre début janvier. Le podcast, il sortira certainement fin janvier. Euh, le thème du mois, c'est Afropin Multiverse. Le plat, c'est carbonade flamande. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu pourquoi, d'où ça vient et qu'est-ce que c'est? Alors, pourquoi est-ce qu'on est parti sur cette thématique? C'est déjà, c'est bien qu'on en parle maintenant parce que nous, on se définit depuis le début comme un lieu afropéen. Donc, afropéen, donc on explique dans cette thématique d'où vient ce terme. Donc, déjà, c'est David Barnes, c'est un musicien d'un groupe, les Talking Heads, qui a sorti ce terme dans les années 90. Donc, il avait sorti dans le cadre de lancement de 3 albums qui s'appelaient Adventures in Afropea, via son label. Et donc, parmi les artistes de son label, il y avait le groupe Zap Mama. Et parmi Zap Mama, la cofondatrice, Marie Dawn, qui est belgo-congolaise, a repris ce terme et s'est identifiée, elle, comme afropéenne. Parce qu'à la base, quand David Byrne avait utilisé ce terme, c'était uniquement pour qualifier les musiques ayant des sonorités mélangées entre l'Afrique et l'Europe. Elle, elle a pris comme terme qui définit son identité parce qu'elle est belge et congolaise à la fois. Et c'est 1 plus 1. C'est pas belge d'origine congolaise, quoi. Donc, et elle a apporté cette nouveauté. Et donc, en fait, maintenant, il y a plusieurs personnalités, artistes, écrivains, auteurs, dramaturges, qui ont repris ce terme et qui ont apporté plus de termes, de définitions pour décrypter ce mot. Donc là, maintenant, on peut définir le terme afropéen comme citoyen européen ayant une ascendance d'Afrique subsaharienne ou caribéenne, ayant une particularité de multicularité, comment j'arrive jamais à dire ce mot, multicularité, en fait, se jouant Non? multiculturalité. Ouais. Voilà. Et il se joue des frontières, parce qu'en fait, dire afropéen, c'est différent de dire franco-sénégalais, de dire franco-togolais, franco-ivoirien, parce que là, on met un terme, un tiré, un terme. Là, afropéen, on ne sait pas d'où il vient. On sait juste qu'il est européen et qu'il a une culture supplémentaire. En plus, le fait d'être afropéen, on a d'autres cultures. Donc, par exemple, moi, je me considère comme afropéen aussi. J'ai une origine togolaise, mais je suis alsacien, donc j'ai cette particularité-là aussi, qui va être différente d'un afropéen de Londres, de Marseille, de Toulouse. Voilà, il y a ces côtés-là en plus. Donc ça fait qu'il y a une culture, une éducation que l'on a tous de base, mais il y a ces cultures-là supplémentaires qui viennent de cet univers panafricain en fait. Et donc ça, c'est par rapport au terme. Et après, donc, on a choisi différentes dates. Donc les dates sont notamment que c'est un 7 janvier, c'était 2021, je crois, que Johnny Pitts, c'est un photographe qui a lancé une revue en ligne afropean.com. D'ailleurs, il y a un article du Jabiru Café sur le site. Ça, c'est une première date pour le mois de janvier. Il y en a une autre, c'est que Mabula Soumaro, c'est une spécialiste des cultures africaines, américaines, africaines, diaspora africaine, et c'est aussi une autrice. Elle a fait une résidence dans la Villa Albertine à Atlanta. Elle a sorti en mois de janvier. Moi, là, comme tu vois, je gratte toutes les dates qui sont liées sur le mois, tu vois. Et puis, par exemple, aussi, une des dernières qu'on avait choisies, c'était Leonora Miano, parce que c'est un mois de janvier que sa pièce, Ce qu'il faut dire, qui a été jouée par 3 comédiennes afropéennes, a été jouée à Paris, en fait. Et puis, la dernière date, on a choisi aussi à partir du 1er janvier 2024, c'est là que Lisette Lambé, une poétesse belge, a été nommée comme poétesse nationale, donc sur 2 ans en Belgique, et elle est comme Marie Dawn, qu'on a cité au début, elle est belgo-congolaise. Et donc, elle va rapprocher un peu les 3 grands groupes linguistiques qu'il y a en Belgique, donc germanophone, flamand, néerlandais et puis francophone, sur ces 2 ans-là avec ses poèmes qui doivent être traduits sur les 3 langues. Et le fait qu'elle ait cette couture en plus, n'enlève en rien le fait qu'elle puisse très bien faire
euh, faire cette mission européenne, en fait. Je Et trouve ça donc, vraiment. Ouais, vas-y. on est parti sur une carbonade flamande parce que la carbonade est un plat typiquement belge et on l'a un petit peu africanisé, afropéanisé. Donc, on a remplacé les frites belges par des frites de manioc. On a rajouté d'autres épices dans la carbonade et on a utilisé la bière brune alsacienne, la Black Licorne, jouer sur les mots. Et on a rajouté différentes épices aussi dans la salade. Et la version végane, on l'a fait avec du 7 ans maison, du sarrasin, donc la farine de blé noir, et un petit lien avec le mot sarrasin, et puis du coin, parce que c'est encore la saison du coin. Je trouve ça vraiment incroyable, en fait, le boulot qu'il y a derrière, et les sources que vous faites. En fait, je trouve ça génial de lier un repas, l'alimentation, le fait d'être, en famille ou avec des amis et en même temps de lier une culture et des événements qui se passent sur une thématique précise. Enfin, je sais pas, j'ai jamais vu ça et je sais même pas s'il y a un restaurant, je vais dire français ou enfin qui fait des plats plus, typiques, de France, sur ce genre de thématique-là. Euh, J'ai jamais vu je, ça. je t'avoue que moi non plus, j'ai pas encore vu. Peut-être qu'il y en a, mais je suis pas au courant. Mais peut-être qu'on devrait inventer un terme pour qualifier ce type de démarche, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Si je reviens sur une de tes questions, qu'est-ce qui m'anime aujourd'hui? Ben, c'est ça, c'est que on ne fait pas que servir à manger quand on travaille dans ce restaurant, c'est que on va vraiment essayer d'en apprendre plus nous aussi, parce que moi, je ne savais pas que c'était David Byrne qui avait inventé le terme afropéen. Je pensais que c'était Marie Dawn qui l'avait. Donc, pour le coup, on va fouiller, on va se renseigner. La pièce, ce qu'il faut dire, en fait, qui a été mise en scène par l'ancien directeur du Théâtre national de Strasbourg. On a été la voir, nous. On a été la voir quand elle a été jouée à Strasbourg. Les comédiennes sont venues manger au Jabirou. On a échangé avec elle. Donc, il y a toujours ce côté euh, qu'est-ce que je peux trouver comme nouvelle date, quel nouvel événement, qu'est-ce que je peux apprendre. Et pour le coup, on s'enrichit personnellement. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse vraiment. Ouais et ça te remet aussi constamment en question, ça Ouais. t'oblige entre guillemets, pas forcément à faire mieux, mais à faire des nouveautés, et à chaque fois de t'adapter quoi. Du coup, tu dois jamais t'ennuyer quoi. Bon, on s'ennuie jamais. Là, par exemple, ce week-end, il y a encore une pièce qui va être jouée au théâtre. Donc, bon, si je peux pas y aller, c'est une autre personne de l'équipe qui va y aller. L'idée, c'est que ça fasse un tout. On va tous, à chaque fois, chercher, on se remet en question, on pose des questions, on va aux événements et c'est très enrichissant. J'aimerais qu'on parle un petit peu plus, du côté, empreinte environnementale. Est-ce que Mhm. vous avez, mis en place des actions spécifiques pour réduire, votre empreinte environnementale? Alors, une des premières choses que l'on a fait, c'est qu'on essaie avec le sourcing. Donc, ma mère, celle qui gère la partie supplier fournisseur. Donc, on regarde tous les produits dont on a besoin sur la carte. On essaie de voir ceux qui sont qui viennent d'agriculteurs locaux. Donc, à partir de là, soit on passe par les canaux de distribution habituels et on dit voilà, on veut tel producteur, soit nous, on contacte directement les producteurs. Par exemple, il y en a un qui nous livre tous les mercredis des graines germées. Il y a juste à côté du Jabirou, en fait, il y a Ma Ferme en Ville, c'est une épicerie qui est tenue par un fermier qui, lui, a une ferme à Anschwein. Et donc, les produits qui sont vendus dans cette ferme, enfin, dans ce magasin, viennent de sa ferme. Après, quand il y a certains produits qu'il ne peut pas avoir, lui va les chercher chez les autres fermiers. Ensuite, les autres choses que l'on a fait pour limiter l'empreinte, c'est que on fait attention avec tout ce qui va être emballage pour les emporter. Donc, on n'a plus de plastique, à part pour les couvercles, ça on ne peut pas faire autrement, les couvercles pour les boîtes à emporter. On va limiter tout ce qui va être à usage unique. Par exemple, on ne fait pas de café emporté, on ne fait pas de produits qui peuvent être remplacés. Et il y a certains desserts, on ne les fait pas dans des boîtes à emporter. On demande aux gens, si c'est des habitués, de pouvoir nous ramener la boîte, le verre par la suite. Donc,
Ça, c'est ce que l'on essaie de mettre en place. Enfin, ça, c'est ce que l'on a mis en place, pardon. Quels sont les plus grands défis auxquels, vous êtes confrontés, actuellement et comment vous les surmontez? Alors, les grands défis, il y en a un, c'est la constance des produits. Donc, par exemple, les produits qu'on ne peut pas avoir en local qui viennent de l'étranger, banane plantain, manioc, igname par exemple, ben, ils n'arrivent pas forcément tout le temps dans le même état. Donc là, pour le coup, ce que l'on fait, c'est que c'est nous-mêmes qui allons voir les fournisseurs et qui allons choisir les produits. Comme ça, on est sûr que ben, cette fois, on a besoin de bananes plantain jaunes, donc mi-mûres. Si elles ne sont pas mi-mûres, on va aller voir un autre fournisseur et puis jusqu'à ce qu'on trouve le bon produit. Ça, c'est une première chose. Donc, on va se déplacer, ça nous prend beaucoup de temps, mais au moins, on s'assure d'avoir une qualité. Après, l'autre problème aussi, c'est la capacité d'accueil. On n'a que 36 couverts chez nous et on a beaucoup de monde. Donc, on a mis en place d'autres, des, des parades, en fait. Donc, par exemple, vendredi et samedi, on fait 2 services. Donc, il y a un premier service, un deuxième, comme ça nous permet d'avoir un plus grand roulement. Après, donc, on a un petit partenariat avec le bar à côté de chez nous qui ne fait pas de repas. Donc, ils nous autorisent à envoyer nos clients chez eux. Donc, ces clients-là vont prendre les boissons dans le bar et nous, on peut amener les plats. Donc, ça fait vraiment esprit village, en fait. Donc, les clients viennent, on parle ensemble, on leur explique tout. Ils vont dans le bar, ils prennent leur boisson, on leur amène des plats, on revient leur demander si tout est OK. Finalement, ils passent un bon moment là-bas. Ils reviennent par la suite s'il y a de la place. Voilà, ça c'est une autre façon de parler. Après, le dernier gros défi, en fait, c'est les ressources humaines. Donc, en fait, après le Covid, ça a été très difficile de trouver des employés dans la restauration, je pense que pour beaucoup de restaurateurs. Et donc, ce que l'on a fait, c'était que euh, on a pris, j'ai embauché plus de personnes. Donc, il y a 4 personnes en cuisine et on est 6 en salle. Donc, ça permet aux gens de plus se reposer et de parer aux éventualités si jamais il y a une maladie ou un des étudiants a un examen à tel moment, que je puisse toujours trouver quelqu'un pour le remplacer. Et ensuite, on gère vraiment le lieu comme dans un esprit familial. Donc moi, je suis en salle, devant, avec l'équipe salle, et ma mère est en cuisine avec l'équipe cuisine. Donc moi, j'implique un maximum les gens. Donc je leur demande à eux aussi de trouver des thématiques, de sortir, de parler avec les gens et de revenir avec à chaque fois des dates, des événements, des choses qu'ils aimeraient présenter. Et puis moi, je fais le travail par la suite. Donc ce côté implication aussi leur plaît parce que euh, les gens qui travaillent chez nous veulent que le, le, le concept fonctionne en fait. Et donc, pour le coup, ils se sentent beaucoup plus impliqués. Ouais, c'est un lieu qui vit et au final, tout le monde le vit et les clients qui viennent, bah, le vivent aussi, ce qui fait que c'est vraiment un univers, où on apprend des choses, où on découvre constamment, de nouvelles choses et c'est ça qui fait que, bah, tout le monde a envie de mettre sa patte et de se donner encore plus, à fond, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quoi les prochains objectifs du Jabiru Café? Ah là là, il y en a pas mal en fait, mais je les ai pas encore listés. Donc, notamment, ça fait 4 ans qu'on existe, donc il y a des machines à changer, enfin, toute la partie matérielle à travailler. Il y a pas mal de choses à changer. Il va y avoir aussi peut-être travailler sur des thématiques qui sont un peu plus touchy, parce qu'on a des thèmes qui sont parfois borderline et on adore ça. Tu vois, par exemple, on a des thématiques, on va parler de l'immigration, on va parler de l'impact de l'esclavage sur telle population. On parle de thèmes que les gens n'ont pas forcément envie d'entendre, mais avec un plat, ça passe en fait. Parce que par exemple, on avait parlé d'une thématique, c'était les Garifuna. Garifuna, en fait, moi je ne les connaissais pas il y a 5 mois. C'est une population qu'on trouve en Amérique centrale qui a été métissée. Donc sur 200 ans,
Elle a commencé avec des naufragés de négriers qui se sont mélangés avec une population arawak, des Amérindiens qu'on va retrouver sur Yurumen. Yurumen, c'est le nom actuel de l'île de Saint-Vincent et Grenadines. Ils se sont mélangés, ça a fait une population donc noire qui parle une langue amérindienne. Ils se sont déplacés après sur le continent. Et donc maintenant, on trouve des Garifuna au Belize, au Guatemala, au Honduras. Il y a ou encore on en trouve aussi à la Barbade et au Nicaragua. Et donc voilà, on a parlé de cette population en parlant d'abord de l'esclavage, comment ils en sont arrivés là, etc. Et donc pour le coup, il n'y a pas de bien ou mauvais, on dit juste que voilà, ce plat a été fait par ces personnes et ces personnes viennent de là et l'histoire c'est ça. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez après, mais nous on a appris quelque chose et j'espère que vous aussi. Et puis c'est tout. Il y a des gens qui après nous disent telle thématique, vous en avez parlé à tel moment, ça nous a donné envie d'aller visiter. Et j'ai des clients qui reviennent et qui me disent on n'avait pas d'idée de vacances là cette année, on a décidé de partir dans tel pays. Et je trouve ça super intéressant en fait. Donc un des objectifs, ça va être vraiment de bosser sur pas mal de thématiques encore et de pouvoir avoir plus de temps pour pouvoir aller chercher un peu plus de thématiques. Super. On va passer à la question de fin de l'épisode. C'est quoi, toi, ton petit plaisir coupable alimentaire? Ta collation, ton snack favori? Ça peut également être un plat aussi. Alors, mon petit plaisir de tout temps, c'est du riz cassé avec une sauce cacahuète, le mafé, mais sans viande, sans poulet, sans légumes. C'est vraiment le truc bizarre, tu sais, mais parce que si la sauce est bien faite, il n'y a pas besoin de grand-chose en fait. Donc ça c'est, par exemple, moi souvent, à la cuisine, ils ont l'habitude avec moi. Quand ils me demandent qu'est-ce que je veux manger, je demande juste un riz mafé, sans viande, sans légumes. Et ça me va, parce qu'en fait, quand on prépare la sauce, on l'a préparée avec la viande qui aura grillé avant, les légumes, on va les mettre aussi dedans, après on les sort parce que les légumes, il faut juste qu'ils soient un peu croquants, il faut qu'ils aient le goût de la sauce, mais on les ressort sinon ça va être trop mou. Donc ça fait que j'ai déjà tout ça en fait. Donc moi, ça me va très bien. Et à côté, ce que j'aime avec ça, en fait, c'est une salade de concombre au soja pimentée. Ça, c'est mon truc. Eh ben, super, je te remercie beaucoup. Si on veut un petit peu plus de Jabirou Café, est-ce que tu peux nous redonner le site internet? Tu as dit le Instagram aussi, puis donne-nous également l'adresse pour les personnes qui seraient intéressées. Alors, si vous voulez plus d'informations sur Jabiru Café, vous pouvez nous retrouver sur Internet au jabirucafé.com, JABIRUCAFE.com. Et sinon, on est sur Instagram, Jabiru Café, et Facebook. Après, si vous venez à Strasbourg, n'hésitez pas à venir nous voir à la Crute, nous, au 60 rue de Zurich. On est entre le centre-ville et l'Esplanade, qui est le quartier étudiant. Et n'oubliez pas de réserver parce que, comme j'ai dit, c'est petit, donc ça risque d'être plein. Je mettrai tous les liens en tout cas dans les notes de l'épisode si vous voulez en savoir plus. Gilles, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était vraiment un super épisode. Le concept du restaurant est incroyable et moi j'ai hâte de venir, hein. Je vais venir, je ne sais pas quand encore, je te dirai, mais en tout cas je viendrai parce que je trouve ça vraiment, 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 le boulot est dingue. Merci beaucoup. J'ai hâte de t'accueillir chez nous. J'espère que tu vas pouvoir te régaler. Et ça m'a vraiment fait plaisir de passer ce temps-là. J'espère que le son était OK, que tout était fine pour l'enregistrement. C'était parfait pour moi et puis bah, pour vous les auditeurs, dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Et puis moi, Gilles, je te dis à bientôt pour peut-être une dégustation. Avec plaisir. Merci à toi. Salut! Salut. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, laisse-nous une note 5 étoiles et un commentaire sur ton application de podcast préférée. Ça fait toujours chaud au cœur de recevoir vos retours. Et si tu veux améliorer ton alimentation, mais que tu ne sais pas quel aliment ou complément choisir, rends-toi sur notre comparateur en ligne entièrement gratuit sur innutswetrust.fr. Tu trouveras le lien dans les notes de l'épisode. À bientôt! Maintenant, tu le sais.